les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconnus au clé de sa matinale, très heureux de vous retrouver au rendez-vous du bonheur et de l'honneur, au rendez-vous de la dignité et de la personnalité. Nous sommes vendredi de paix et de prière, de don et de pardon, de méditation et de retenue. Vendredi 25 janvier de l'an 2019, il est 7h30 en temps universel. Nous vous demandons la prière et la confiance et la foi. Bienvenue à vous tous. Et on vous souhaite une très bonne prière. Surtout, n'oubliez pas de prier pour vous et pour le Mali. Il est là, il s'appelle Bakary Sékou Cissé. Il va présenter le journal de ce matin. C'est un musulman croyant et pratiquant. Alors je lui souhaite une très bonne prière et un bon vendredi. Bakary, bonjour. Comment vas-tu? Tu es bien réveillé? Oui, merci à Dieu, merci Abdoulanan. Bienvenue, merci à toi. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi notre antenne pour vous informer. Bienvenue donc à la première session d'information de Clédou Info. La commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR a présenté à la presse son bilan de l'année 2018. Au cours de l'année 2018, la CVJR a enregistré 11 000 dépositions venant des victimes. Dans ce journal, vous allez attendre Oumarou Sidibé, il est le président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Il sera interrogé par Etienne Nyaré. Et puis les autorités intérimaires des régions dans le nord du Mali s'approprient des missions qui sont les leurs. Une session de formation des acteurs a été mise à profit pour outiller les autorités intérimaires des régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudéni. Le ministre de l'administration qui est à la cérémonie d'ouverture a parlé donc des missions assignées aux autorités intérimaires. Vous allez l'attendre dans cette édition. Dans cette édition également, prévenir et sensibiliser les populations sur les constructions illicites des bâtiments à Bamako. C'est l'exercice que mène actuellement la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat. Idrissa Koulibaly est le directeur national. Il a commencé donc une visite hier avec sa délégation. Il sera l'invité de Clédou Matin à la fin de cette édition. Voilà, c'est le titre. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 25 janvier 2019, la première session d'information de Clédou Info. Je le disais tantôt, les autorités intérimaires des régions dans le nord de notre pays s'approprient des missions qui sont les leurs. Une session de formation des acteurs a été mise à profit pour outiller les autorités intérimaires des régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudéni afin qu'elles soient au service du peuple. La session de formation a démarré et c'était hier et prendra fin le 28 janvier prochain. Le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation rappelle ici les missions assignées aux autorités intérimaires. Amani Belko Maïga, le micro de André Traoré. Au nombre de ces missions, je voudrais rappeler entre autres assurer la remise en marche et le fonctionnement des services sociaux de base, programmer et coordonner la mise en œuvre des actions de développement et de relance économique, sociale et culturelle, participer à la révision des listes électorales, participer à la constitution et à l'organisation des concertations des populations en vue d'une réorganisation administrative du territoire. Participer à la préparation et à l'organisation des opérations électorales et référendaires. Faciliter et préparer les retours, la réinstallation, la réinsertion des réfugiés, des déplacés et la réhabilitation des personnes sinistrées. Assurer le suivi et la gestion des affaires foncières. Je pense que la tâche qui vous attend est très ardue et vous en savez. Ces missions qui vous sont assignées constituent les points d'articulation de vos plans d'action prioritaires pour consolider la paix et ses acquis et envisager des perspectives d'un développement durable de nos territoires respectifs. Voilà, Mani Belko Mega, donc représentant du ministre, donc je le disais, de l'administration territoriale et la décentralisation. Sur un autre plan, la commission Vérité, Justice, Réconciliation, CVJR, a présenté à la presse son bilan de l'année 2018. C'était hier jeudi à la maison de la presse de Bamako. Nous allons écouter Ousmane Oumarou Sidibé, il est le président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Il est interrogé par Etienne Nyaré.
Nous en sommes à près de 11 000 dépositions de victimes. Ça veut dire qu'il y a 11 000 victimes de violations graves des droits de l'homme de différents conflits que le Mali a connus, qui ont fait confiance à la CVJR pour venir faire leur déposition chez nous. Ce qui nous permet de comprendre les violences qui se sont passées, d'avoir une liste des victimes et d'avoir des éléments pour proposer des réparations. L'autre point important à retenir, c'est que nous sommes en train de finaliser une politique de réparation avec un avant-projet de loi et une politique de réparation préparée sur la base quand même des consultations des victimes. Nous avons consulté plus de 200 victimes dans toutes les régions et aujourd'hui les missions sont parties à Kidal et Minaka pour les dernières consultations, ce qui nous permet de connaître les attentes des victimes pour proposer une politique de réparation avec un projet de loi. Ce sont là deux éléments importants. L'autre fait qu'il faut dire, c'est que parmi ces victimes, il y a au moins une centaine de victimes qui sont dans un besoin urgent d'accompagnement médical que nous avons pu référer à l'Agence nationale d'assistance médicale pour une prise en charge intégrale. Donc là, c'était le président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR. Il s'agit donc d'Ousmane Oumarou Sidibé, propos recueillis par Etienne Niaré. Sur un autre plan, entre les sociétés minières et la population, donc il y a un devoir donc vis-à-vis donc des derniers sur les sites miniers. C'est pour cela que la société Barrick Mali a instauré une relation au niveau du complexe Loulou-Guntoko pour en savoir plus les relations entre les populations de Kenyeba et Loulou-Goutongo. Donc, nous allons donc vous proposer ici un extrait de l'intervention de Youssoufou Angouiba. Il est le responsable du développement communautaire de la mine de Loulou. Il est interrogé par Kassim Traoré. Le rôle de chargé de développement communautaire, c'est de jouer l'interface entre la communauté autour de la mine et la mine. Vous savez, les enjeux sont de taille, les interprétations sont de trop, et ce faisant, il faut nécessairement quelqu'un qui joue le rôle d'interface entre la mine, qui est une société extractive, à laquelle on pense elle doit tout faire, et une communauté qui est là, qui n'a jamais connu de tels investissements. Donc le challenge est très grand. La loi dit, dans les 10 kilomètres des rayons, toute agglomération ou village se trouvant sont considérés comme des villages ou c'est une communauté affectée. Donc le fait de dire que ces communautés sont affectées, donc la mine les met en priorité en matière d'appui accompagnement pour des projets de développement. Maintenant, comment est-ce qu'il faut que ces projets de développement fonctionnent? Il va falloir trouver aussi des répondants au niveau de ces communautés auprès de la mine. C'est comme ça que nous avons mis en place un comité. Et ce comité est composé de chefs de village, des villages où les chefs de hameaux des zones situés dans ces rayons, premièrement. Deuxièmement, le représentant des jeunes dans chacun de ces villages, le représentant des femmes dans chacun des villages, et la mairie, le maire lui-même, un conseiller. Parce qu'au niveau d'une collectivité, il peut y avoir une opposition. Et maintenant, pour essayer d'équilibrer, on dit le maire, un conseiller, et le secrétaire général qui doit jouer le rôle de secrétaire de séance au niveau de cette réunion. Et en plus, l'administration, le préfet qui est le président de ce comité de développement-là. Alors, Issoufou Angouiba, responsable du développement communautaire de la mine d'or de Loulou, un entretien accordé à notre reporter Kassim Traoré. Nous allons vous proposer l'intégralité de cet entretien dans nos prochaines éditions. Clé de Info, première édition. Actualité internationale, la République démocratique du Congo. La cérémonie d'investiture du nouveau président de la République démocratique du Congo a eu lieu hier jeudi 24 janvier à la mi-journée au palais de la Nation. L'opposant Félix Tshisekedi est devenu 5e président du pays, mais le premier dans l'histoire du pays à le devenir démocratiquement. Dans un discours d'investiture qui a duré près d'une heure et au cours duquel il a eu un malaise, il a salué en tout cas ce jour historique. Mais après un moment de stupeur, le président Félix Tshisekedi donc est resté figé comme interdit de toute parole. Son épouse, ses proches et les secours ont accouru et la diffusion donc de son discours a été interrompue pendant une quinzaine de minutes. Un coup de chaleur débarrassé donc de son gilet pare-balles et s'est remis debout pour continuer son discours jusqu'à la fin. Ce dernier a finalement été prononcé devant un seul chef d'État étranger, le Kenyan Uhuru Kenyatta, un
chiffre bien lu en tout cas des 17 annoncés la veille de la cérémonie, car les autres pays africains présents étaient représentés par des rangs inférieurs aux chefs de l'exécutif, comme la Tanzanie, le Gabon, la Namibie, le Maroc, le Burundi, l'Angola, le Congo-Brazza et puis l'Égypte. Chez les pays occidentaux, il faut dire que les États-Unis et les Européens étaient représentés par leurs ambassadeurs. En République centrafricaine, cette fois-ci, les négociations entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés ont commencé hier jeudi à Khartoum au Soudan et elles devraient se poursuivre jusqu'au 1er février prochain selon les sources de l'Union africaine qui chapeautent ce processus. Pratiquement tous les principaux leaders des 14 groupes armés qui contrôlent 80% du territoire centrafricain sont présents à Khartoum pour ces négociations. Deux étaient particulièrement tendus. Il s'agit de Noureddine Adam, chef du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, arrivé sur place hier matin, et Ali Raza, à la tête donc de l'Union pour la Centrafrique, et qui a rallié la capitale soudanaise dans la soirée. Selon donc les sources sur place, l'ancien président centrafricain, il s'agit donc de François Bozizé, qui vit en exil en Ouganda, vient d'écrire à Moussa Faki Amat, le président de la Commission de l'Union africaine, qui chapeaute donc ces négociations. Il dénonce l'exclusion des anciens chefs d'État de Centrafrique du processus en cours à Khartoum, dont il rend responsable le gouvernement de son pays. Il espère être confié, en tout cas, à y participer avant la fin de ces assises, afin, dit-il, que chacun, en tout cas, que chaque entité apporte sa pierre à la résolution définitive de la crise centrafricaine, précise donc la lettre. Et puis nous terminons l'actualité internationale par le Venezuela, où le président vénézuélien Nicolás Maduro a reçu hier jeudi l'appui de l'armée face au soutien international apporté au président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, qui s'est donc autoproclamé la veille président par intérim et immédiatement reconduit par les États-Unis et les alliés dans la région. Outre armée sur la scène internationale, les soutiens en tout cas de Nicolás Maduro sont peu nombreux, mais ils sont de taille. La Chine, la Turquie, le Mexique ou encore la Russie. De son côté, Juan a continué en tout cas à recevoir des messages de soutien également. Donc chez nous, à côté du Mali, au Burkina Faso tout récemment, le premier ministre, le tout nouveau premier ministre, Christophe Dabiré, a nommé hier jeudi son gouvernement. 7 nouveaux ministres font leur entrée, tandis que 9 ont été tout simplement remerciés du gouvernement. Nous parlons culture à présent. Le jeune artiste rappeur Youssouf Traoré dit Talbé, après son mariage avec Awa Modibo Diabaté, dit Isha. Talbé était devant la presse pour présenter ses excuses au peuple malien pour des désagréments causés lors de ces différentes cérémonies de son mariage. Nous allons vous proposer un extrait de son intervention lors de cette conférence de presse. Mais d'abord, je suis très très content. Vraiment, je remercie Dieu, je remercie ma famille, je remercie la famille de ma femme. Donc, je suis d'abord très très content que ce mariage-là puisse se faire dans la joie et puis dans la prospérité et puis dans la cohésion sociale. Quand je dis cohésion sociale, ce mariage a permis que tant d'artistes se rapprochent, qu'ils étaient en guerre depuis des années. Moi, je ne peux être que très très content et remercier tout le Mali, remercier Dieu, ma famille, la famille de ma femme. Je remercie Dieu, j'ai une bonne femme. Ça fait quand même 10 ans qu'on est ensemble. Ce n'est pas petit. Dieu faisant les choses que j'arrive à la marier. Je remercie ma femme pour tout le temps qu'elle m'a supporté parce que je suis quand même un monsieur très très compliqué. Voilà quoi, je remercie. Comme dans la tradition des artistes, on dit bon, si tu arrives à un moment et que tu ne chantes pas torse nu sur le pont, on va confisquer ta femme. C'était juste une plaisanterie entre nous. Je n'avais pas bu de l'alcool. Ce n'était pas pour montrer que nous sommes au-dessus de la loi, qu'on peut couper la route. Non. On a fait ça à 4 heures du matin. Il y avait pratiquement personne sur le pont. J'ai dansé torse nu pendant 1 minute à peu près. Mais si dans cet instant j'ai pu offenser quelqu'un, j'ai pu vexer quelqu'un, je demande pardon à chaque Malien que j'ai pu offenser par cet acte ou chaque autre acte par rapport à ce mariage. Je demande mes sincères excuses. Pardonnez-moi vraiment, ce n'était pas dans une mauvaise intention. Et je remercie encore une fois de plus les forces de l'ordre vraiment qui ont assuré la sécurité pendant tout ce mariage.
Voilà, donc là, c'était Youssouf Traoré, le jeune rappeur d'Italbi. Après donc son mariage, voilà, il a organisé une conférence de presse pour présenter donc des excuses au peuple malien. Donc, nous allons rester dans la culture. Cette fois-ci, c'est la page noire dans la mesure où Michel Sangaré Dikeba n'est plus. Il dort pour l'éternité au cimetière de Sotuba. C'est le premier ministre et 4 membres du gouvernement qui ont présidé la cérémonie officielle de son inhumation. C'est là, donc, avant la prière à l'église de Djilibougou. Plusieurs artistes, des personnalités ont accompagné Michel dans sa dernière demeure. Les extraits de certaines interventions lors de cette cérémonie de propos recueillis par Kassim Traoré. Michel Sangaré n'était heureux qu'en rendant service aux autres. Sincère dans ses relations, il se privait fréquemment de beaucoup de choses au profit de ses amis et même de ses employés. La recherche de la perfection était pratiquement une manie chez lui. Michel a vécu cette vie d'amour en donnant tout son temps, tout son être, tous ses biens pour que les hommes soient dans la joie. Passage obligatoire, cet ultime acte du pèlerinage terrestre se présente aux croyants comme un appel à la confirmation de sa christianité, de son adhésion au Maître. Je suis convaincu que ton action au service de la culture malienne te survivra, que les valeurs que tu as portées et défendues se transmettront. Tu nous quittes certes, mais ton souvenir ne nous quitte pas. Je suis venu au nom du président de la République procéder à la décoration à titre posthume de Michel Sangaré. C'est une situation que le président a suivie depuis 2016 de manière très assidue et puis avait veillé à ce qu'à tout moment, tout ce qui peut être fait le soir pour le soigner, à Bamako comme à l'étranger. Malheureusement, c'est des situations qui sont incontournables, quoi. Et donc là, je pense que la présence des uns et des autres signifie bien la reconnaissance de l'ensemble de la nation à quelqu'un qui a incarné à un moment donné un certain éveil culturel, politique et citoyen. Nous regrettons bien sûr tous sa disparition. Nous serons, comme le veulent nos traditions et comme le veulent nos textes aussi, constamment présent auprès de sa famille, de ses proches, de ses compagnons, pour perpétuer sa mémoire, pour perpétuer son travail. Et je peux dire au nom du président de la République que la solidarité de la République ne leur fera pas défaut. Voilà, donc là, c'était hier, donc, lors des obsèques de Michel Sangaré, l'artiste, comédien malien, donc, dort en paix, Michel. Ainsi va la vie. Dans un instant, la page invitée de Clé du Matin. Visite de terrain d'Idrissa Koulibaly, il est le directeur national de l'urbanisme de l'habitat. Ces visites visent à prévenir et à sensibiliser les populations et des constructions donc illicites des bâtiments à travers donc la ville. Il est notre invité, il répond ici aux questions de Harounaba. En fait, la prolifération des constructions illicites nous interpelle tous, surtout nous acteurs du domaine du BTP, les bâtiments et les travaux publics en particulier. Et le ministre nous a instruit vraiment de réorganiser, de voir avec nos brigades. Ce sont les équipes, les brigades sont les équipes au niveau de nos démembrements, les démembrements de la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat, qui font le contrôle, sont le suivi de la réglementation. Les constructions illicites sont concernées, mais aussi les servitudes d'urbanisme. Donc maintenant, face à l'actualité qui concerne aujourd'hui les constructions illicites, leur impact, on s'est dit que ce sont les bâtiments à hauteur qui peuvent surtout causer problème vu leur hauteur en cas de sinistre. Donc on est en train de dénicher, de détecter ces bâtiments que nous, on a quand même classé des bâtiments de 3 niveaux et plus pour essayer de voir est-ce que vraiment ce sont des bâtiments qui sont en train de respecter les normes. Est-ce que les dispositions réglementaires ont été respectées? Quel est votre constat après les différentes visites? En fait, c'est en cours. Pratiquement, nous sommes au début. Donc, les 3 qu'on vient de voir dans la journée d'aujourd'hui, il y a un qui est autorisé. Mais malheureusement, les professionnels du bâtiment ne sont pas là. Donc, les vices de construction qu'on voit, c'est évident. Les 2 autres ne sont pas autorisés. Là aussi, il y a des vices de construction qui sont là. Bien vrai, ce n'est pas très alarmant, mais ça nous interpelle avec les autres professionnels qui sont là, de réfléchir là-dessus, de voir et qu'on se prononce. Quelles sont les étapes à suivre pour réaliser une bonne construction?
Pour réaliser une bonne construction, il faut s'assurer d'abord que tu as une parcelle, un titre de propriété. Il faut vérifier ce titre de propriété au niveau des services compétents, comme les domaines, par une réquisition. Si c'est positif, si c'est bon, contactez un architecte. C'est eux qui ont en charge la conception. Donc l'architecte mettra sur plan tes idées, bien vrai, conformant aux normes et conformant aux dispositions réglementaires. Un bâtiment, c'est son emplacement dans la parcelle que tu as. Un bâtiment, c'est l'orientation des ouvertures, les portes, les fenêtres. Un bâtiment, c'est la structure. Un bâtiment, c'est l'aération, c'est l'éclairage. Donc lui, c'est son boulot. Il s'entoure de toutes les compétences nécessaires pour ça. Donc lui, il monte les dossiers techniques pour toi. Il doit être agréé, bien sûr. Donc, ce dossier technique, tu ajoutes une demande, plus le titre de propriété que tu déposes au niveau de la mairie. Si c'est une construction à usage d'habitation. Si c'est un bâtiment qui doit appartenir à l'État, ce sont les mêmes pièces, ces dossiers sont déposés au niveau du représentant de l'État, du territoire concerné. Et à ces deux niveaux, on sollicite les services techniques pour examiner les dossiers. Il y a l'urbanisme en tête, il y a les domaines, il y a l'assainissement, il y a l'hygiène, il y a les routes, il y a souvent les mines. C'est tous les services compétents concernés se réunissent autour du dossier pour donner leur avis. Et c'est conformément maintenant à cet avis que le maire ou le représentant de l'État maintenant peut délivrer l'autorisation de construire, qu'on appelle permis de construire. Une fois que ça se permet en main, il faut consulter une entreprise pour la réalisation physique de ton idée, de ton projet, par un contrat. Celui, il est habilité à les faire. L'État l'a habilité à les faire. Il a cette formation, il a cette expertise. Ça, c'est du côté réalisation physique. Il faut solliciter un bureau d'études ou un architecte encore pour faire le contrôle et le suivi. Est-ce que ce qui est en train d'être réalisé par l'entreprise est conforme aux normes? Est-ce que la technologie de mise en œuvre est respectée? Vous venez de voir ici, les fers sont dehors, le béton est déjà fait. Il y a des rouilles, les fers qui sont déjà rouillés. Donc le bureau de contrôle, c'est pour ça, c'est pour garantir la technologie de mise en œuvre et le respect des normes de construction. Avec ces deux contrats, je pense que tu auras vraiment un bâtiment conforme aux normes de construction, un bâtiment où il fera bon vivre. Et que faites-vous concrètement si la construction ne répond pas aux normes? Et si la maison ne correspond pas aux normes, le constat a été fait, on siège là-dessus. On fait appel aux professionnels. Nous sommes ensemble, nous avons un partenariat, nous avons un cadre de travail. On leur fait appel, on statue là-dessus, cas par cas. Les vices sont examinés, les vices de construction sont examinés, appréciés. Et une décision sera prise. Merci, messieurs. Merci. Alors, donc là, c'était le directeur national de l'urbanisme et de l'habitat, Drissa Koulibaly. Il était interrogé par Aruna Bar. C'est la fin de cette édition, la première de Clé de Info. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, la page Elect sur notre antenne. Radio Clé, le journal avec Sotelma Malitel.